Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la semaine qui reçoit aujourd'hui Honorable Hagia Aïssata Daffé, député de l'Alliance républicaine et député de la CEDEAO. Bonjour Honor. Bonjour. Comment se porte aujourd'hui l'UFR après le rapprochement de son président Sidi Touré à côté du chef de l'État, professeur Alpha Condé? Est-ce que ce basculement du président Sidi a-t-il affaibli votre parti? Mais pas du tout. Je vous dirais que ce qu'on a subi en 2010, je crois que les choses ont beaucoup évolué aujourd'hui. Et que aujourd'hui l'UFR se porte bien. Ceux qui fréquentent les sièges et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux à travers notre site UFR Connect, voient qu'est-ce que l'UFR est en train de faire actuellement sur le terrain. Pas plus tard que lundi passé, j'étais aux îles et je sais comment ça s'est passé là-bas. Et le jeudi passé, j'ai fait pratiquement les 8 sections de Calou. Et ça continue sur le terrain. Aujourd'hui, on a même quitté les fédérations. Nous travaillons maintenant au niveau des sections à la base. Honorable, vous qui êtes à côté du président Sidia, peut-on savoir quelles sont les attributions du président Sidia parce que ça cause beaucoup de réactions encore. Les gens se demandent depuis qu'il est à côté du chef de l'État. On ne connaît pas encore ses attributions. Et vous savez, cela dure combien de mois déjà? Je crois, moi, serait un peu difficile pour moi de donner les attributions ici du président Sidia Touré. Allez-y vers lui, lui poser la question, lui demander quelles sont ses attributions. En fait, le président Sidia Touré n'a pas demandé à être votre représentant du chef de l'État. Le chef de l'État qui lui a demandé d'être son autre représentant. Donc, c'est au chef d'État de lui dire, voilà, je t'attribue ça, va me représenter à tel niveau ou à tel niveau. C'est au chef de l'État de lui demander d'intimer ça. Mais lui, il ne peut pas intimer au chef de l'État. Il faut m'envoyer par-ci, il faut m'envoyer. La preuve est qu'une fois, il a été même envoyé en Côte d'Ivoire concernant l'agriculture, la culture de l'anacarde. Vous avez suivi ça? Le chef de l'État n'a pas manqué de le dire publiquement, ce que Sidi Touré a fait. Et vous avez vu un boom que ça fait aujourd'hui en Guinée, la culture de l'anacarde. Parce que nous savons aujourd'hui, une tonne d'anacarde rapporte mieux aujourd'hui qu'une tonne de bauxite. Donc, c'est quelque part dans ces domaines privilégiés, lui-même, même dans son programme, l'agriculture reste sa priorité. Et vous avez vu son déplacement du chef de l'État vers la France, il a sollicité, ils ont été ensemble. Donc lui-même, il ne peut pas s'attribuer certaines choses. Mais quand le chef de l'État lui demande, il le fait. Ça, il n'y a même pas à discuter. Alors, au-delà du combat que M. Sidi est en train de mener, est-ce qu'il va se présenter aux élections présidentielles de 2020, vu son âge? Non, l'âge n'a rien à voir parce que dans notre constitution, on ne parle pas d'âge. Et en plus, Sidi Touré, ce n'est pas lui-même qui se désigne. Il y aura une convention. Vous le savez, la désignation d'un candidat aux élections présidentielles, c'est à travers une convention. Donc, lorsque la convention sera organisée par le parti, vous saurez en ce moment si M. Sidi Touré sera le candidat du parti ou pas. Alors, il y a vous qui avez fait votre combat, l'implication des femmes en politique. Vous avez même plaidé pour leur cause, vous avez demandé 50-50, 50-50. Est-ce que aujourd'hui, ce résultat est gagné d'avance? Depuis que je suis en politique, je ne me bats que pour ça. Vous savez, je fus porte-parole du cadre de concertation des filles-femmes des partis politiques pendant pratiquement 4 ans. Et à la veille des élections législatives, notre cadre a eu à faire beaucoup de plaidoyer auprès des états-majors des partis politiques. Et malgré tout, vous avez vu le résultat. Aujourd'hui, nous ne sommes que 25 femmes sur les 113 qui siègent. On n'a même pas pu atteindre les 30%, nous n'étions qu'à 22%. Et le combat continue, on ne baissera jamais les bras. Mais c'est dommage qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, nos femmes, nos sœurs ne comprennent pas, nos filles ne comprennent pas qu'il faut venir en politique. Parce que je le dis tout le temps, chacun de nous est intéressé par la politique. Chacun, quand tu es malade, tu veux être bien soigné. Quand tu sors, tu veux rouler sur de bonnes routes. Tu veux être bien logé. Tu veux que les enfants étudient bien. Tout ça là, c'est la politique. Chacun de nous est intéressé par la politique, mais qu'est-ce qu'il faut pour leur implication en politique? Parce que beaucoup ne savent pas quel est le rôle d'un politicien. Qu'est-ce qu'il faut pour les impliquer? En fait, surtout les femmes en politique, chez nous, on a toute une autre image de la femme politique. Pour les gens, une femme qui fait politique n'est pas stable dans son ménage. Et n'entretient pas bien ses enfants, n'éduque pas bien ses enfants. Alors que tout à fait, c'est le contraire.
en politique, tu as acquis beaucoup d'expérience. Sinon, personnellement, j'ai commencé par le syndicalisme pendant des années. C'est à l'arrivée du président Sidya Touré en 2000 que je me suis impliquée en politique. Mais nos sœurs pensent qu'elles préfèrent aller dans les ONG, travailler dans les ONG, surtout certaines, quand elles se disent « je suis peut-être partie, je ne suis pas avec le parti au pouvoir ». Et j'occupe un poste. J'ai peur de perdre mon poste, ou mon mari a peur de perdre son poste, parce que je ne suis pas avec le parti au pouvoir. Souvent, c'est le recul. Mais souvent, les femmes ont peur des agressions. Ce n'est pas seulement les agressions physiques, mais les agressions verbales. Quand tu es en politique, il faut avoir une carapace. Changer cette peau-là en carapace pour te permettre de mieux tenir face aux hommes. Parce qu'on ne se pardonne pas en politique. Si tu dis que tu n'acceptes pas cela, tu ne vas pas durer en politique. Souvent, il y a nos coutumes et nos mœurs. Le problème de temps, le problème de maternité, et de responsabilité familiale. Et aujourd'hui, nous savons que le poids pratiquement des familles se repose sur les épaules des femmes. On peut rester, par exemple, en réunion ici. Nous restons en réunion du bureau politique. À partir de 18h, nous commençons déjà à regarder nos montres pour dire attention, il faudrait bien que je rentre pour ne pas avoir des difficultés après avec mon époux. Alors que l'homme n'a pas ça. Il peut rester jusqu'à des heures tardives. C'est un problème pour les femmes. On n'a pas cette liberté encore. Il faut que les hommes comprennent qu'on ne peut pas faire ce pays-là sans les 52% de la population. Ce n'est pas possible. Alors, on ne peut pas faire ce pays-là sans les 52% de la population. Madame, la CENI annonce l'organisation des élections communales et communautaires. Peut-on savoir quelle est la position de l'UFR face à ces élections? Mais l'UFR, on vient en politique, c'est pourquoi? On vient en politique, c'est pour les élections. Cela veut dire que l'UFR veut aujourd'hui vraiment que les élections se fassent. Parce que sans ça, on ne peut pas mesurer le poids politique de chaque parti politique sur le terrain. C'est les élections qui peuvent départager. Aujourd'hui, on classe les partis politiques, on dit la première force, la deuxième force, la troisième force. C'est à travers les élections. Donc, je crois que l'UFR, aujourd'hui, sincèrement, est prête pour aller sur le terrain et pour affronter les prochaines consultations. La Guinée a déjà un code électoral qui suscite beaucoup de réactions au sein de la société civile, des partis politiques. Même ce code électoral a été critiqué par vous. Alors, quelle analyse faites-vous de notre code électoral? Mais en fait, le problème principal au niveau de ce code, c'était le point 2 de l'accord, et qui disait que c'est le mode de désignation des chefs de quartier. L'UFR, dans son groupe, avec son groupe, le groupe parlementaire UFR-UPG, on s'était élevé et vous avez vu, et on a voté contre ce code électoral. Et ça fait beaucoup de cris. Mais le code est parti au niveau de la Constitution, de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a fait un arrêt. On ne peut pas aller au niveau de la Cour constitutionnelle. Ensuite, le président de la République a promulgué. Ils ont eu à parler de certains points dans ce code qui disent que ce sont des points, des articles qui sont détachables. Donc, le président de la République a promulgué ce code électoral. Mais ça devient maintenant une loi de la République. L'UFR en prend acte. Mais nous voyons maintenant, nous attendons l'application de ce code-là sur le terrain. La seule chose qui restait pour la société civile, pour un simple citoyen, c'était ces élections à la base. Mais si on le prive de ça, on lui dit il faut qu'il soit désigné. Ce n'est pas tout le monde qui est intéressé aussi de faire la politique. Chacun peut se présenter comme chef de quartier. Mais si tel n'est pas le cas, la seule chose qui lui restait aux citoyens, on lui retire ça aussi. Il se peut qu'on désigne quelqu'un qui ne soit pas aimé dans la zone. Mais comme le parti l'a désigné, ce n'est pas quelqu'un qui est crédible dans le quartier. Quelqu'un peut-être que les sages ne peuvent pas écouter parce que c'est quelqu'un qui ne fréquente pas, par exemple, les mosquées. Peut-être un jeune, les jeunes ne le connaissent même pas dans le quartier. Vous savez, c'est un problème. C'est la même chose qu'on a avec les délégations spéciales aujourd'hui. Ces délégations spéciales ont été désignées par les partis politiques. Ils ne se disent pas mandataires du peuple. Ils sont là pour écouter un parti politique. Pensez-vous que
Le parti au pouvoir et l'IFDG sont en train de partager la Guinée comme des gâteaux. Je ne dirais pas qu'ils partagent comme un gâteau, mais pour ce point-là, ils se sont associés pour défendre leurs intérêts. C'est ça la réalité. Ok. Madame, l'actualité oblige, les habitants de Demundula ont été déguerpis de leur maison en plein hivernage. Suite à cela, le ministre Sexako, le ministre de la Justice, avait pris un arrêté pour suspendre ces opérations. Quel est votre avis là-dessus? En fait, vous savez, en tant que député, nous avons voté une loi sur la protection de l'environnement. Et ça, vous savez quel est l'effet de la destruction de l'environnement aujourd'hui dans notre pays, que ce soit dans les zones minières, un peu partout comme à Demoudoula. Nous devons protéger l'environnement. Je crois le fait d'occuper cette zone-là, une zone réservée, personne ne doit le faire. Une zone réservée reste une zone réservée. Peut-être ce sur lequel moi je suis un peu touché, la période. Nous sommes en saison hivernale. C'est des pères de famille, des enfants. On devait leur donner un délai. C'est vrai, on dira, ils savaient qu'il était là, mais il ne devait pas être là. Tout le monde est d'accord sur ça. Vous savez ce que représente des Moudoula, représente cette zone, c'est une source qu'on ne doit pas détruire. Parce que si tu ne donnes pas le chemin à l'eau, elle va se frayer un chemin. Vous savez ce que ça pouvait faire plus tard comme dégâts. Lorsqu'il y aura des inondations, les gens se seraient rendus compte que vraiment ce que nous avons fait, voilà pourquoi l'État nous a dit de ne pas rester ici. Donc, ce côté-ci, je suis d'accord avec l'État. Les gens doivent libérer ces zones-là. Mais on devait, pour une question humanitaire, on devait donner par exemple un délai de 3 mois, par exemple, de chercher ailleurs où aller. Et vous-même, les locataires, quand tu as quelqu'un que tu as chez toi, tu veux qu'il quitte, tu passes par un huissier pour lui dire, il faut venir, tu lui donnes un délai de 3 mois pour se trouver quelque part. Surtout chez nous-mêmes, on dit pendant la saison hivernale, on ne doit pas dégager quelqu'un. Donc moi, je crois que ce côté-là, on devait quand même être un peu indulgent. Pour question de dédommagement, je ne saurais le dire, parce que je ne sais pas dans quelles conditions ces terrains-là ont été attribués. Ça, je ne saurais vous le dire. Parce que, vous savez, les chefs de quartier, aujourd'hui, chacun cherche de quoi vivre. Ils viennent même sur comment dirais-je, dans les cimetières. Certains vendent même les cimetières aux gens. C'est quand tu commences à creuser pour mettre ton soubassement, tu retrouves des os, des squelettes humains. Donc vraiment, ça, c'est un problème qu'il faut étudier. C'est à l'État de se déterminer. Quels sont ceux-là qui ont vendu ces terrains-là à ces pères de famille? On aura peut-être pour finir, et l'actualité oblige, quelle est votre analyse sur la situation socio-politique et économique de la Guinée? Sur la situation socio-politique, d'abord, moi je dirais que ça ne va pas. Nous, politiciens, nous devons changer de stratégie. Et pour nous voir un peu autour de nous ce qui se passe. Parce que depuis un bon moment, la Guinée, on ne parle que d'élections. On ne peut pas parler même de développement. Suivez un peu à travers les médias. Dans toutes les radios, de 8h, de 7h à 11h, vous êtes sur n'importe quelle radio, c'est un débat politique. Les émissions interactives. C'est rare de voir aujourd'hui, nous menons un débat sur l'éducation, nous menons un débat sur le sport, nous menons un débat dans tel domaine ou dans tel domaine. C'est vraiment grave. Si nous, on ne fait tout notre temps, on ne parle que de politique. Je crois que la politique a fini d'être devenue, disons, tout le monde est vacciné maintenant par cette politique. Chacun, même celui qui s'y connaît, ne s'y connaît pas, chacun parle aujourd'hui de politique. Il faut que ça cesse. Et sur la situation économique, surtout quand je parle du domaine d'emploi jeunes, c'est vraiment un problème, un réel problème. Nous sortons combien d'étudiants
par an. Normalement, il faut un ingénieur pour 10 aides-ingénieurs. Mais chez nous, c'est tout à fait le contraire. Est-ce que leur formation cause problème parce que le président de la République a critiqué le système éducatif guinéen qui dit que le système éducatif guinéen est malade? Est-ce que c'est leur formation qui cause problème? Les étudiants là n'arrivent pas à avoir le boulot? Mais je vous dis, comme c'est le premier magistrat du pays, lui-même qui a dit que l'éducation, le système éducatif est malade, c'est qu'il a senti que réellement le système est malade. Et il faut remédier à cela. Et ce que je demandais surtout, c'est d'encourager l'enseignement professionnel. Tout le monde ne peut pas être cadre supérieur, mais on doit soutenir l'enseignement professionnel. Créer les mesures incitatives pour que vraiment les jeunes se tournent vers l'enseignement professionnel. Parce que là, si quelqu'un ne t'emploie pas, toi-même, tu peux créer ta propre entreprise, ton atelier. Si tu as fait électronique, électricité, tu peux ouvrir un atelier. Si tu as fait menuiserie, si tu as fait mécanique, tu peux travailler pour toi-même. Tu dois être indépendant. Chacun doit chercher à être indépendant. Mais il faut que tout le monde aille au bureau s'asseoir là-bas pour écrire. Quand vous regardez dans les différents départements ou au niveau des facultés, les 90% sciences sociales, sciences po. Alors qu'il y a des branches techniques, on en a besoin aujourd'hui. Les jeunes qui vont faire, qui sont à l'ENAM, qui sortent de l'ENAM, il faut voir, ils ne tardent pas. Tout de suite, ils sont appelés par les sociétés minières, les industries, pour aller travailler. Moi, je connais quand j'étais à la Sovragui. Pratiquement tous nos techniciens, jeunes techniciens, viennent de l'ENAM. Donc, c'est des choses comme ça qu'on doit encourager, surtout dans l'enseignement professionnel, pour donner tous les moyens à ce ministère, pour leur permettre vraiment de valoriser les différentes écoles professionnelles qui sont là, d'essayer de les équiper pour que les jeunes puissent mieux apprendre. Et là, si l'État ne peut pas utiliser tout ce beau monde qui sort là. Ok, l'État ne peut pas employer tout ce beau monde qui sort. Honorable Khadia Aïssata Daffé, nous sommes à la fin de cette émission. Quel est votre message à l'endroit du peuple de Guinée? Je dirais au peuple de Guinée vraiment de prendre conscience de la situation du pays et que chacun se mette au travail. Parce que sans ça, on n'aura pas, les investisseurs n'auront pas le courage de venir chez nous investir. Et si l'investissement n'est pas là, les investisseurs ne sont pas là, les jeunes n'auront pas d'emploi. Aux femmes, venez faire la politique, n'ayez pas peur. Si tu veux être maire aujourd'hui, il faut que tu sois désigné par un parti politique. Bien sûr, il y a des candidatures indépendantes. Si tu veux être député, il faut être présenté par un parti politique. Si tu veux être même chef d'État, il faut être présenté par un parti politique. Faites les statistiques aujourd'hui. Allez-y dans le commandement. On a combien de femmes préfets? On n'en a que 2, à Bofa et à Fria. Combien de femmes gouverneurs? On n'a qu'une seule. Combien de femmes ministres? 6 sur combien? Regardez dans la diplomatie, on a combien de femmes? Donc vraiment, les femmes, venez. Il faut qu'on fasse la politique. Il faut qu'on se fasse entendre. On ne peut pas parler à notre place. Hein. Le pouvoir ne se donne pas, ça s'arrache. Les hommes, ils ne vont pas nous faire ça cadeau. Levons-nous et mettons-nous sur pied pour qu'on puisse occuper aussi les postes de prise de décision, que ce soit sur le plan électif ou le plan nominatif. Il faut. Sans nous, les hommes ne peuvent rien. Donc, nous sommes les 52% de la population. On ne doit pas demander aux 48%. Ce sont les 48% qui doivent venir nous demander. Je vous remercie.